Sinon, quel est le type de clientèle que vous avez eu le plus de difficultés à établir un plan d'intervention? J'ai travaillé au CLSC, dans les familles, au programme intégré, puis là, je travaille au cégep, je travaille à l'école du sport comme intervenante en prévention de la toxicomanie. Puis je dois dire que d'un endroit à l'autre, là, c'est pas une clientèle en particulier avec laquelle c'est plus dur de travailler, c'est la personne que tu as en avant de toi. Puis quand la personne, elle vient vers toi pour travailler, quand c'est volontaire, c'est toujours plus facile que quand c'est imposé. Ce qui est le plus difficile, c'est pas la clientèle ou sa problématique, c'est si la personne, elle s'engage dans son changement ou si elle s'engage pas. Mais il n'y a pas une clientèle. Quand quelqu'un est prêt à changer, là, quand quelqu'un est prêt à travailler sur lui, puis est prêt à... Tu sais, il y a des objectifs, puis son plan, puis il veut y arriver, là, il va prendre toute l'aide qu'il veut, puis qui lui est offert pour y arriver. Mais quand la personne ne veut pas changer, c'est là, peu importe son diagnostic, peu importe de quelle clientèle elle fait partie. Et puis là, ben, quand tu es obligé de faire quelque chose, c'est toujours moins fun que quand tu te dis je veux ça. Fait que tu as quelqu'un qui a des problèmes de toxicomanie, là, puis qu'on lui a ordonné un séjour en maison de thérapie parce qu'il a été arrêté de violence conjugale en chose d'intoxication, en état d'intoxication. Il a mis en danger ses enfants. T'sais, finalement, au bout de. Il s'est ramassé dans la merde totale, là, puis c'est un juge en bout de ligne qui dit toi, là, mon ami, là, t'es rendu à t'en aller à la maison de thérapie. Est-ce qu'il est aussi motivé que l'autre qui a perdu sa femme, j'entends, puis qui pleure, puis qui réalise que son alcoolisme lui a tout fait perdre dans la vie, même son travail, sa femme est partie, ses enfants ne veulent plus le voir. Puis lui, il va cogner à la maison pour dire aide-moi, j'en peux plus. Fait que, et là, la différence, quand vous dites avec quelle clientèle c'est plus difficile de faire un plan d'intervention, c'est pas une clientèle, ça dépend pas de la clientèle, ça dépend de l'individu. S'il est prêt à avoir de l'aide, puis si on lui impose d'aller chercher de l'aide, c'est deux choses complètement différentes. Quelles étaient vos attentes ou exigences avant de commencer votre profession? Moi, je voulais aider le monde. J'ai été témoin jeune avant de commencer mon cégep de la. Comment je dirais ça, là? De la tristesse humaine ou des difficultés. J'ai été hospitalisée, moi, longtemps à l'hôpital. Puis j'ai observé beaucoup. J'avais déjà probablement un centre d'observation dans ce temps-là, je m'en rendais juste pas compte. Des jeunes, j'étais en pédiatrie, puis des jeunes avec un qui s'était fait frapper par un auto, qui avait tout perdu, il était vendu des légumes, il y a 8 ans. Sa mère venait le voir à tous les jours. Il y en avait un autre qui avait le cancer, qui devait venir à l'hôpital régulièrement pour avoir des traitements. Puis il y a une autre jeune fille à côté de moi qui avait été hospitalisée à l'époque pour une dépression, 14 ans. J'en avais 16, je me disais, hein? Moi, je venais d'une bonne famille, des parents aimants, j'avais eu tout, tu sais, je réussissais bien à l'école, j'avais une belle vie là, pour 16 ans, j'avais une très belle vie. Comment tu peux faire une dépression à 14 ans? Pour moi, ça faisait pas de sens, je comprenais pas. Oui, ça a fait un peu comme un choc. Ça a été un choc de voir, oui, de voir toutes ces pertes, de voir à quel point il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, tu sais, puis après ça, là, j'aimais ces infirmières. Oh, elle est infirmière, elle n'a pas le droit, elle devrait faire d'autres choses dans la vie. Elle fait pas tu sais. J'étais clouée dans mon lit, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas. Fait que tout ce que je faisais, c'était de regarder ce qui se passait autour de moi toute la journée. C'est ce qui m'a emmené à aller faire, à être éducatrice spécialisée. C'était ça mon but, c'était d'aider les gens. Je me disais, il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de quelqu'un juste pour être là, tu sais, de prendre soin d'eux. Fait que mes attentes, c'était ça. Peu importe où j'allais me retrouver, c'était juste d'être là, des fois, pour il y a une lumière au bout du tunnel, tu sais, d'être un peu ça. Une lumière au bout d'un tunnel, puis dire, faut jamais lâcher, puis il faut s'accrocher, puis d'être sensible à la personne qui avait en avant de moi. C'était ça, moi, qui m'emmenait là. L'observation, qu'est-ce que tu veux dire plus précisément par observation? Mon observation, mon analyse, là, c'était d'essayer de comprendre l'humain, comprendre comment. Puis c'est à partir de là que ça m'a intéressé de comprendre l'humain. Et puis je pense que quand tu es en éducation spécialisée, il faut que tu aies ça. Il faut que tu aies le désir de comprendre l'humain dans son comportement, son affectif. Puis en éducation spécialisée, mettons que tu as une nouvelle personne qui arrive dans ton groupe, là, ben, il faut que tu l'observes. C'est quelqu'un qui respecte les règlements, dans sa relation avec les autres, dans le groupe, elle est comment? À qui elle va se coller? La personne elle va-tu devenir le mouton noir, le bouc émissaire, elle va-tu devenir un leader positif ou un leader négatif? Il faut que tu sois capable d'observer tous les comportements
le respect des règles que la personne a là, même dans son hygiène corporelle, dans son qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Fait que technique d'éducation spécialisée, la première année, tu as beaucoup de cours sur l'observation, puis tout au long de tes 3 ans, tu vas développer ça. Ton sens d'observation, c'est super important parce que c'est avec ça que tu vas travailler plus tard. C'est ça qui va te permettre de mettre des objectifs puis de travailler quelque chose avec ton client. Mais sinon, tu avais été resté combien de temps à l'hôpital? 6 semaines. 6 semaines, ok, c'est pour ça que Oui, dans mon livre. ça a pu prendre... J'étais pas là 3 jours, là. Non. Ah, c'est ça. Oui, 6 semaines. Ok. 6 semaines à voir les gens arriver, partir. Ouais. Je travaille beaucoup dans des places où on est très conventionné aussi, une convention collective. Tu sais, un temps plein, c'est 35 heures. Ben, même si je voulais en travailler 60, là, ma convention ne me le permet pas, tu sais, puis ils vont remplir du monde sur la liste de rappel avant. C'est pas un métier où tu peux faire beaucoup d'overtime puis être payé. Quelle est la plus grande qualité qui est de mise selon vous pour être un bon éducateur? Moi, je dirais que c'est l'authenticité. Oh, ok. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle englobe l'authenticité, ça l'englobe beaucoup de choses pour moi, là, ma signification à moi. Parce que c'est sûr que j'aurais pu dire que la qualité numéro 1, c'est être capable d'écouter. Il faut être quelqu'un capable d'écouter. Il ne faut pas avoir de jugement non plus. Il ne faut pas juger. Il faut être conscient des préjugés qu'on a. C'est surtout ça qui est important. Ça aussi, on vous apprend ça en technique d'éducation spécialisée. On a tous des préjugés. On en a tous. Tout à l'intérieur. Puis un préjugé, c'est assis sur un manque de connaissance souvent. Quand on connaît quelque chose, on cesse d'avoir des préjugés. Souvent, un préjugé, c'est un manque de connaissance. Mais il faut en être conscient. Puis, l'authenticité, ben pour moi, ça englobe tout ça. Être authentique, là, c'est quand quelqu'un vient me voir, là, il ne sentira pas que... Il va sentir que je suis vraie. C'est juste ça, dans le fond. Que je suis là pour t'écouter, que je pose des questions. Je ne suis pas là pour te juger. Mais l'ouverture à la différence. Tu sais, quand quelqu'un sent que tu es authentique, là, il est prêt à t'en dire des choses dans la confiance qu'il va établir avec toi. Il est prêt à... Ouais, ben, il va voir que c'est pas créer un masque, il va voir que t'es vraiment à l'écoute, qu'il n'y a pas de problème. C'est plus tentant d'approcher quelqu'un qui est vrai. Il va te faire confiance plus facilement. C'est super important, le lien de confiance, qu'une personne, tu sais, pour travailler avec quelqu'un, il faut que tu l'établisses, le lien de confiance, puis ça ne donne pas un lien de confiance, ça ne s'achète pas, ça se vit. Puis, être conscient aussi dans l'authenticité, là, c'est aussi que ça ne peut pas cliquer avec tout le monde. Il faut le reconnaître, il faut être assez authentique et avoir assez confiance en soi pour dire quand on était deux, souvent sur le plancher, là, reste plus proche d'elle, là. Puis être capable de dire, non, moi, je ne peux pas être son intervenante. Ça ne marche pas. Ou, ok. Au niveau du métier oui, aussi. Même au niveau du métier. Quand quelqu'un vient pour chercher de l'aide, puis ça fait juste pas. Ok. Ouais. Fait que ça vienne de moi ou ça vienne du client. C'est ça pour moi l'authenticité, c'est la franchise, c'est l'honnêteté, c'est pas d'hypocrisie, c'est pas de jugement, c'est de l'ouverture. Pour moi, ça englobe tout ça, être authentique. Fait que c'est pour ça qu'elle est en top 1 de ma liste. Avez-vous des conseils pour ne pas mettre les difficultés des autres sur vos épaules? Ça, c'est la distance affective, la distance émotive. L'empathie, c'est pour que je sois sensible puis à l'écoute de ce que tu vis. Et je comprends ce que tu vis, mais je ne le prends pas sur mes épaules. C'est quelque chose, je te dirais, qui se développe, ça. Fait à la base, tu peux avoir plus de difficultés ou plus de facilité à ne pas prendre les responsabilités, les problèmes des autres sur tes épaules. La meilleure façon de se protéger, c'est de ventiler, c'est de parler avec un collègue. En sachant, moi, me protéger d'une clientèle qui est comme ça, là, ben moi, je peux faire des erreurs dans mes interventions, puis moi, je ne serais pas au top de ce que je suis capable d'être en relation d'aide.